Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous rêviez de devenir danseur. Pour y parvenir, il vous a fallu parfois donner de grands coups de balai dans votre vie. Et c'est en faisant en permanence des pas en avant que d'autres projets ont pris corps. Bonjour, Agustín Galiana. Bonjour, comment ça va? Ça va. On dit Agustín? Oui, c'est la première fois qu'on le dit bien à la première fois. Voilà. J'ai Voilà. beaucoup travaillé. Alors, vous avez une carrière incroyable entre la chanson, entre le cinéma, des difficultés aussi. Il y a un nouvel album qui sort, on va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Ok. Donc j'en ai trouvé plusieurs. La première vous concerne pas directement, mais elle a beaucoup influé sur votre vie. C'est le 30 décembre 2011, quand le gouvernement du Parti populaire en Espagne annonce des mesures d'austérité pour un total de 8 milliards de coupes budgétaires et de 6 milliards de hausses d'impôts. Et ça, pour vous, ça a été pas facile à vivre. Ça a été pas facile à vivre, mais sauf que la société espagnole, on a vécu ça quelques années avant déjà. Oui. La crise économique, elle a été annoncée à ce moment-là, et les coupures de budget, ils ont été annoncées à ce moment-là, mais moi, j'ai vécu ça beaucoup avant. Voilà. Et ça a toujours été difficile parce que il fallait travailler et le téléphone ne sonnait plus. En fait, j'ai eu un moment, comme il y a dans la carrière de tous les artistes, où on m'a pas appelé pour travailler. Ça a été 4 ans de vide que je remplis avec la musique. Oui. Je raconte toujours que c'est la musique qui m'a sauvé, parce que c'est grâce à elle que j'ai continué à exister artistiquement. Alors, vous êtes né en Espagne. Donc un mal pour un bien aussi. Oui, de toute façon, il faut toujours être optimiste. Vous êtes né à Alicante et vous avez grandi à Villa Joiosa. Tout à fait. C'est un petit village près d'Alicante. Oui, c'est une petite ville de 30 000 habitants au bord de la mer. Avec un quartier historique très intéressant, très coloré, avec des maisons plein couleurs, face à la mer. Oui, ce sont les maisons de pêcheurs, je crois. Tout à fait, tout à fait. Et à l'époque, c'était avec la peinture qui restait de peindre les bateaux, Oui. que les familles des pêcheurs ils peintaient les maisons. C'est un, Oui. c'est un village aussi très touristique. Il est touristique, mais il y a un bon équilibre, parce qu'il n'est pas blindé. Bon, maintenant, il est blindé des Français, Oui, oui. qui vient connaître ma ville. Oui. Et mais c'est pas, il n'y a pas un tourisme ou massifié, vous voyez. C'est une ville qu'on était, ça fait vraiment plaisir d'y être. Par contre, depuis quelques années, il faut déjà réserver dans les restaurants, parce que ça remplit bien, mais on mange très bien aussi. C'était pas le cas dans vos jeunes années, Agustín Galiana, puisque vous étiez tranquille. Vous avez été élevé principalement par votre mère dans la semaine et votre père le week-end, parce qu'ils étaient séparés. Tout à fait, mais aussi pour ma grand-mère. Voilà. Par ma grand-mère. Oui, ça a été une éducation assez pas difficile, mais différente aux autres enfants avec qui je cohabitais à l'école. Oui, tu parce vois. qu'à l'époque, ça se faisait pas, les séparations. C'était mes parents, ils ont été les 2 premiers à se séparer de petits villages, comme vous m'avez dit, et oui, c'était un peu compliqué pour nous, pour mon frère et pour moi. On vous montrait du doigt en disant... Un peu, parce que voilà, il n'y avait pas de fils d'un couple séparé encore, et du coup, voilà, il y avait toujours, tu connais le petit commère du village qui ose toujours à inventer des rumeurs et tout ça. Donc, mais quand t'es un enfant, ça te fait mal, et voilà, tu le vis d'une façon différente aux adultes. Et puis effectivement, votre grand-mère comptait beaucoup dans votre vie. Beaucoup. Et vous lui avez dédié une chanson. Carmina, j'avais promis de ne pas pleurer. Pardon, je t'ai menti, je crois. Si tu arrêtes de me manquer, alors j'arrête d'avoir froid. C'est une chanson effectivement dédiée à Carmina, votre grand-mère. Tout à fait. Pourquoi? Parce que je trouve que, bon, déjà, comme pour les auditeurs aussi, mais on a toujours des figures importantes dans la famille qui marquent ton parcours, qui marquent ta vie, parce que j'ai appris beaucoup des choses d'elle, parce que c'est elle qui m'avait appris l'amour pour la musique, pour le cinéma. C'est elle qui m'a montré le premier film de l'âge doré d'Hollywood. C'est elle qui m'a donné le goût pour l'art.
Et vous étiez, oui, vous étiez tous ensemble, je crois qu'il y avait un immeuble familial. Tout à fait. On avait la petite boutique des vêtements hommes et femmes et maison, Oui. et ligne maison au rez-de-chaussée. Et il y avait trois étages. Un premier étage, ma grand-mère. Deuxième étage, mon oncle. Et dernier étage, on habitait avec mes parents. Oui. Donc, c'est grâce à votre grand-mère que vous avez découvert le cinéma, la danse, Tout à la fait. peinture. Comment c'est Tout à venu? fait. Bah, c'est venu parce que, bon, déjà, j'ai une famille assez gaie. Parce que ma grand-mère, quand elle cuisinait, elle chantait, elle adorait danser, elle nous prenait dans les bras. Et ma mère aussi, elle a fait ça toute sa vie. Hein. Même si mon frère et moi, on était effrayés, on était morts de timidité et de honte. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu ça toute ma vie à la maison. Et je l'ai entendu chanter. Et ma mère, à l'époque, j'ai reçu une éducation musicale assez éclectique, de la musique marocaine, italienne, française, voilà, espagnole, flamenco, de la musique américaine, les grandes voix des divas américaines. Donc voilà, je pourrais te citer plein de trucs. Hein. Oui, mais en même temps, votre famille ne voulait pas que vous fassiez un métier artistique. Non. Ils étaient dans l'enseignement et la tradition, c'est de faire un métier beaucoup plus sérieux. Oui, tout à fait. Moi, imagine une petite ville, une famille d'ouvriers que ma grand-mère et mon grand-père, ils se sont donné beaucoup de mal pour faire que mes parents fassent des études universitaires, et tout d'un coup j'arrive en disant voilà, je veux être artiste. Et du coup, pour eux, c'était pas rassurant et c'était normal. C'était une époque où pas tout le monde osait voilà, entreprendre ces genres d'études. Voilà, mais en même temps, vous avez obéi à vos parents. Ah non, j'étais très obéissant parce qu'ils étaient tous les deux profs. Voilà, donc vous là, faites je pouvais pas rêver mieux pour être bien discipliné. Vous avez appris la biologie à Valence, mais ça a Tout à duré fait. qu'1 an. Tout à fait. J'ai fait plusieurs années. Ah bon, hein. quand même. J'ai fait plusieurs années, mais voilà. Mais surtout, je voulais être sur scène, je voulais danser et voilà. Et vous faisiez, je crois, vous gagnez votre argent de poche sur une paillote Aussi. au village. Oui, les étés, je faisais ça pour gagner un peu d'argent pour le reste de l'année. Et voilà, oui. Et miracle. Et j'aidais beaucoup aussi dans la boutique des vêtements de ma grand-mère. Voilà. Mais après tout ça, c'est Madrid, avec une compagnie de théâtre, la Fondation Shakespeare, Tout à fait. qui vous accueille. Ça aussi, c'est un miracle. Oui, j'ai passé des épreuves, j'ai passé un casting, j'ai passé des auditions pour faire partie de la compagnie et ça a été très intéressant parce que mon premier contact avec le théâtre, ça a été à travers des Alexandrins, à travers les vers et ça m'a donné un goût pour le théâtre et pour la scène vue autrement parce que je me suis rendu compte très vite que je pouvais pas danser comme quand j'aurais bien aimé faire. Ouais, mais en même temps, vous n'avez pas pris de cours de théâtre, pas fait de conservatoire. Jamais. C'est venu instinctivement. C'est pas que c'est venu instinctivement, ça a été un conseil de ma mère en fait. C'est ma mère qui m'a inscrit au casting pour cette compagnie de théâtre. Et c'était C'est drôle, au début elle m'avait interdit de Ouais. faire ça et après elle m'a... Bah c'est les mères, hein. Mais elle a compris, de toute Bah, façon. elle a tout compris. Et je crois que vous avez débuté au théâtre Pradillo, qui est une salle de 121 places. Tout à fait. Oui, Avec, oui. en Roméo et Juliette. Ouais, c'était une version qui s'appelait Les trois nobles amis. Oui. Et c'était une histoire entre Roméo, Juliette et Mercutio, de l'original Roméo et Juliette de Shakespeare, oui. Et puis, vous avez fait quelque chose qui permet d'apprendre vraiment son métier. Ce sont des spectacles pour enfants, Agustin Galliana. Vous en avez fait beaucoup. Et c'est vraiment un public très difficile à tenir. C'est très difficile. J'ai fait ça au théâtre pendant 1 an et demi. Et après, j'ai fait une émission pour les enfants aussi, dans une chaîne privée à la télé espagnole. Pendant 6 ans, ça a été, oui, ça a été très cool. Oui. Et en même temps, vous avez tourné dans Undo Stress, qui était la série Aussi. mythique, comme Hélène et les garçons en France. Mais ça Mais vous très a... connu en France aussi. Très- Hein. Oui, mais Ouais. vous avez fait... Ça ne vous a pas rendu célèbre, à l'inverse d'autres comédiens de la série. Oui, parce que j'ai participé à quelques épisodes. C'était pas un rôle principal, donc voilà, c'est compliqué de devenir célèbre en participant à 2-3 épisodes. Voilà. C'était un groupe de jeunes espoirs qui consacrent corps et âme leur formation aux arts du spectacle. C'est le Tout à sujet fait. classique qu'on peut imaginer. Tout à fait. Et puis, Qui était diffusé ici sur M6 et qui a eu un succès en France énorme aussi. il y a eu aussi des spectacles d'improvisation que vous avez fait pour les enfants.
C'est-à-dire que des petits spectacles, il y avait eu Lucky le saxophoniste, il y a eu d'autres Oui, choses. ça sur le théâtre, c'était une petite salle de théâtre dans le musée du train, Oui. à côté de la gare d'Atocha à Madrid. Et j'ai fait ça pendant que je faisais des études dans une grande école d'interprétation. J'ai fait ça, oui. Voilà. Et puis, alors, vos débuts au cinéma, dans un film très particulier qui s'appelait 20 cm. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'un transsexuel, à l'époque, on n'en Tout à parlait fait. pas. Tout à fait. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Parce que voilà, le réalisateur, il était un ami et du coup, il nous a demandé à plusieurs amis comédiens de participer à cette aventure, longue aventure de 20 cm. Ouais. Mais je crois que vous avez été aussi nommé Révélation de l'année sur... Avec mon premier album, oui. Voilà, ça aussi, c'était... Ouais. Il y avait une émission qui s'appelle le meilleur disque de l'année et on a été nommé artiste révélation de l'année. Je sais pas quelle année ça a été. Je crois que c'est 2010. 2010. Voilà. Alors, il se trouve aussi que donc arrivent ces ennuis et donc le téléphone ne sonne pas. Et comme vous n'êtes pas quelqu'un à rester à ne rien faire, vous avez commencé à monter des productions, des pièces, et vous avez tout tenté pour travailler tout seul. Tout à fait. En fait, je dis toujours que les mauvaises choses arrivent pour te montrer de quoi tu es capable. Et grâce à ce moment difficile que j'ai vécu professionnellement, j'ai pu devenir moteur. Et j'ai créé 2 pièces de théâtre et j'ai mis de l'argent pour faire des films de cinéma d'auteur, de courts-métrages. J'ai produit mon premier album qui s'appelle Le secret de ma mère. Et voilà. Et c'est grâce à ce moment d'inactivité que j'ai pu aussi me mettre... prendre le taureau par les cornes, en fait. Le taureau, normalement, tout à en fait. Espagne, avec les corridas, c'est Tout le à mot fait. qui choisit. Et Tout à après, fait. il y a eu d'autres choses, mais en France, et on va les évoquer à travers une autre date, le 2 octobre 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Agustín Galiana. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agustín Galiana. Nous avons évoqué vos débuts en Espagne, nous évoquerons tout à l'heure votre album qui sort en France, et puis tous les rôles que vous avez eus au cinéma en particulier. Et justement, le 2 octobre 2009 sort le premier film où vous êtes en France, c'est celui-ci. Le roi et la cour se sont levés pour t'acclamer. C'est un triomphe. Je veux que tu me fasses une robe de cérémonie. Rose et Noir de Gérard Tout à fait. Jugnot, sous le règne d'Henri III, et qui se passe en Andalousie, donc... Qui se passe en Andalousie à l'époque de l'Inquisition. Oui. Et du coup, on voit arriver toute la cour française avec plein de couleurs, plein de maquillage et plein de plumes, et bien coloré, face à la noirceur de l'Inquisition de l'Église en Espagne. Ça a été génial. On a tourné ça entre la France et Séville. Moi, j'ai tourné toute la partie à Séville et ça a été une super expérience qui m'a fait rencontrer Gérard Jugnot. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure? C'est le destin. C'est une directrice de casting qui m'aimait bien, avec qui j'avais fait déjà plusieurs séries, qui m'a mis dedans et voilà. Alors, Je pense qu'elle savait déjà que j'allais venir en France. oui, alors justement, vous décidez un jour de venir en France parce qu'en Espagne ça marche plus. Tout à fait. Et c'est un ami qui vous invite en France, je crois. Tout à fait. En fait, il m'invite à venir en France, venir à Paris, passer quelques jours. Il m'offrait ça comme cadeau d'anniversaire, que je trouve génial. Oui. Et ça faisait déjà 3 ans que je vivais cette situation où personne m'appelait pour travailler et économiquement, ça commençait à être difficile. Et puis à- la France, ça vous tentait. Et en fait, ils avaient quelque chose avec la France. J'ai fantasmé avec la France depuis que mon père, en étant prof de français, m'avait jamais parlé un mot de français. Et je pense que ça, quelque part, m'avait fait fantasmer avec ces merveilleux pays. Et un soir, avant de rentrer en Espagne, on était en train de dîner. Et je lui ai dit, écoute, je suis en train de réfléchir. Pourquoi je viens pas ici? Au moins, tenter la chance d'essayer de trouver un travail pour pouvoir continuer à vivre parce que j'avais plus d'argent. Et du coup, j'avais besoin de travailler n'importe où. Et c'est ça que j'ai fait. Quelques mois après, 4-5 mois après, je suis venu en novembre et en février, je suis venu 4 mois pour voir ce qui se passait ici. Et le novembre d'après, j'ai décidé de déménager et je suis arrivé à Paris. Avec un problème, vous prononciez 4 mots en français. Ah oui. Vous saviez demander une baguette chez le Ah oui, boulanger. oui. Même parfois j'en demande 2, comme je savais pas, on demande 2, parce que je disais deux baguettes, j'en disais 3. C'était plus facile. Voilà. Comme ça on me comprenait bien. Et comment vous avez appris le français? Parce que vous le parlez parfaitement maintenant. Oh, parfaitement, entre guillemets.
J'aimerais bien les parler mieux. Mais ça a été beaucoup de radio, beaucoup de chansons françaises, beaucoup de cinéma. Envoyer beaucoup de textos parce que grâce aux textos qu'il se corrige tout seul, j'ai appris le français. Ah, ouais. À l'écrire, ça a été un bon apprentissage. Et puis vous avez pris des cours quand même de théâtre cette fois-ci. Et là, je prends des cours, depuis quelques années, je prends des cours, pas régulièrement, mais là, par exemple, j'ai un peu moins de travail. Moi, c'est là que j'y vais 2 fois par semaine, voir ma chère Françoise Herbepin, que je l'appelle la police, parce qu'elle me laisse pas passer une. Elle est très, très dure avec moi, mais elle est géniale. Alors, Je suis très chanceux de l'avoir comme prof. Vous marquez le cinéma en France, mais il y a un autre acteur qui a marqué le cinéma et l'opérette en France, c'est lui. Mexico, Mexico. C'est Luis Mariano. Luis Voilà. Mariano, alors il sait qu'il est arrivé en France parce qu'il y avait la guerre d'Espagne et sa mère a truqué son passeport en changeant sa date de naissance, en le rajeunissant pour qu'il ne fasse pas, qu'il n'aille pas dans l'armée. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en France et qu'il a fait carrière. Ça a été le premier Espagnol célèbre à Paris. Ouais, j'imagine. Et en plus, quelle époque aussi pour partir de l'Espagne et arriver ici. Hein. C'était terrible. Oh. Alors, et je pense que... Moi, je connais ça par les histoires par les historiateurs espagnols, mais surtout par les histoires que ma grand-mère nous racontait quand on était plus petit. Oui. Alors, il se trouve aussi que Luis Mariano a eu comme partenaire favorite sur scène Annie Cordy. Et il se trouve qu'Annie Cordy a tourné dans votre première série télé qui était Chef. Ah, c'est Oui, vrai? Oui. Ah. Donc, Écoute, quelle belle association vous faites. Chef, je crois que c'est un cuisinier qui engage un délinquant qui va se révéler un dieu en cuisine. Tout à fait. Comment vous êtes arrivé là-dedans? En fait, quand j'y suis arrivé à Paris, je parlais pas un mot de français. Et du coup, pour réussir à avoir un agent, parce que je savais bien que je pouvais pas accéder à des personnages et à des rôles intéressants sans avoir un agent, j'ai appris 2 monologues phonétiquement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un agent. Qu'est-ce que c'était comme monologue? C'était un monologue où je me présentais, je parlais de moi et après je faisais un monologue un peu plus dramatique. Et je me rappelle pas des paroles, ça fait j'ai enregistré ça en 2011, donc imaginez-vous. Mais c'est sur YouTube aussi, vous pouvez trouver. Et du coup voilà, au début tout était non, j'ai passé des castings, c'était non, et celui-là, il était un chef étranger. Au début, je sais pas s'il était ukrainien ou roumain ou un truc comme ça, et finalement ils ont décidé de le faire espagnol quand ils m'ont casté, et ça a été une grande expérience de travailler face à Clovis Courniac, qu'à l'époque je savais pas du tout qui c'était. Et finalement, il avait un des rôles principaux et surtout il était le rôle principal. Bien sûr. Le rôle principal. Et je crois que cette série avait été basée sur des textes, sur des choses vraies données par les grands cuisiniers. Oui. Mais tout ce qui est cuisine dans cette série, il y avait des coachs, il y avait toute une équipe pour coacher les comédiens. Et vous saviez faire la cuisine française? Moi, j'adore cuisiner. Quelque chose, oui, mais maintenant que je suis en France, j'ai appris beaucoup de choses. Et savoir cuisiner, c'était pratique pour tourner ce film? Parce qu'il y avait une cuisine quand même. Oui, évidemment qu'il y avait une cuisine, et surtout qu'il y avait une rivalité entre Clovis Courniac et moi. Voilà. Et du coup, on avait rivalisé avec une épreuve de cuisine. Mais évidemment, après, le niveau des cuisines dans la série, elle était tellement élevée et tellement haut que mes connaissances de la cuisine, ça aidait pas. Alors, par contre, j'adore cuisiner. Et en même temps, ça c'était le point de départ, mais il y a eu aussi le Graal avec cette série. Clem avec Victoria Abril, vous êtes arrivé aussi, mais pour quelques épisodes au départ. Pour 3. Oui. Pour 3 épisodes, et j'ai fait 7 saisons. Voilà. Vous deviez mourir au bout du 3e épisode. Oui, tout à fait. Comment ça s'est fait? Ouais, parce que c'était la tragédie de mon personnage et de l'histoire aussi. C'était les scénaristes voulaient que le personnage de Victoria Abril, Caroline, retrouve son fils abandonné. Elle avait accouché sous X pendant le mandat de Franco et elle était partie en France. Et du coup, son fils, 30 et quelques années après, il vient la chercher et il la retrouve.
Et du coup, au moment des retrouvailles, boum, il avait un cancer, un tumeur au cerveau et il mourait. Voilà. Mais finalement... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils vous ont gardé Je sais pas, je pense que les producteurs, quand ils ont vu les rushs, ils ont bien aimé les jeux, ils m'ont bien aimé, ils ont bien aimé la synergie entre Victoria et moi, et voilà, je pense que c'est ça. Donc vous avez miraculeusement guéri du cancer. Ah oui. Et Victoria Abril, heureux. je ne sais pas si vous savez, elle a une grande passion pour les comédiens français, et son acteur préféré, c'est Louis de Funès. Je comprends. Mais il y a une complicité entre vous deux, d'ailleurs, qu'on voit dans l'histoire. Oui, parce que t'imagines quand tu travailles dans un pays que c'est pas le tien, même si aujourd'hui je me sens complètement adopté et aimé par les Français, et je pense que Victoria, ça a été la même chose quand elle est arrivée ici, quand elle est arrivée avec tous les films d'Almodovar, et après elle a fait Gazon Maudit, où elle était formidable. Je pense qu'au moment que quelqu'un de ton pays arrive dans ton équipe, et ça fait tellement longtemps que t'as pas travaillé en espagnol, et tu te retrouves face à quelqu'un qui te ressemble forcément. Alors, il y a eu C'était très cool. Il y a un autre succès, mais énorme, je crois 5 millions de téléspectateurs, c'est Ils ont échangé mon enfant. Oui. Ça a été un téléfilm tout à fait étonnant, qui est basé sur une histoire vraie d'une dame dont l'enfant est échangé à la clinique. Et ça aussi, pour vous, ça a été un rôle important. Oui, ça a été un rôle important, et surtout, j'ai eu la chance de travailler avec Julie Debona, qui est devenue, je pourrais dire, une de mes seules amies dans le métier, parce que c'est un métier très compliqué pour avoir des amis. Oui, mais en même temps, c'est un métier où il faut être, comme on dit en anglais, bankable. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi un combat permanent. Tout à fait. Et ça, il faut le mener parce que je crois qu'il y a des personnages, vous avez joué aussi dans On va s'aimer un peu beaucoup. Une série des France 2. Voilà. L'art du crime aussi. Voilà, il y a eu et puis à chaque fois, vous jouez des personnages en même temps dans Clem et en même temps un film quelques jours plus tard. Tout à fait. Vous pensiez pas en arriver là quand vous êtes arrivé à Paris? Bah, j'y croyais pas du tout, en fait. Je pense que personne croyait en moi, même pas moi. Oui. Oui, parce que tu pars de ton pays, tu quittes tout, ta famille, tes amis, ton cocoon, tu vois, ton petit coin de paradis, et tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue, tu connais pas bien la société. Et pour un artiste comme moi qui joue et chante, t'as besoin de la langue, tu connais pas la langue, donc pour moi, a priori, c'était mort. Voilà. Et ben, Donc, non seulement c'est pas mort, mais ça a progressé. Oui. Et il y a Oui. une autre date importante dans votre vie, c'est le 14 octobre 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Agustine Galliana. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agustine Galliana. On a évoqué vos débuts en Espagne, vos débuts dans Clem, bien sûr, qui ont beaucoup joué dans votre carrière. Mais il n'y a pas que la comédie. Le 14 octobre 2017, il s'est passé ceci. Danse avec les stars. Alors quand on vous la démarre. Première soirée. Alors, franchement, s'il y avait quelque chose que vous ne pouviez pas manquer, c'était Danse avec les stars. Ah non, pour moi, c'était... Je connaissais pas l'émission quand je suis arrivé en France, mais quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, il faut que je fasse cette émission, c'est pas possible. Oui, parce qu'au départ, je crois que c'est votre mère qui vous a emmené voir un ballet et que C'est ça a ça. été un déclic pour vous. Tout à fait, quand j'avais 14 ans, oui. Oui, et quand je suis sorti... Quand on est sorti, on était dans la rue après avoir vu le spectacle. Je lui ai dit, maman, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et elle m'a dit, oui, tu le feras plus tard. Maintenant, il faut faire des études. Voilà. Mais en plus, à l'école, tous vos copains jouaient au football. Vous, ça vous intéressait moins que la danse. J'aimais bien le foot, mais j'adorais les trucs un peu plus artistiques. Je préférais danser, bouger. J'ai trouvé ça plus intéressant. Et à Madrid, d'ailleurs, vous auriez pu faire une carrière de danseur, mais c'était beaucoup trop tard. Très très tard. Même à Valence, tout de suite quand j'ai commencé à danser, je me suis rendu compte que c'était impossible. C'est pour ça que le fait de faire 20 ans après, presque 20 ans après Danse avec les stars, ça a été une très belle revanche sur la vie. Alors comment ça s'est passé? On vous a proposé? On m'a proposé la première année que j'ai fait Clem, Oui. et ça n'a pas marché. Et la deuxième année, voilà, j'étais pris et ils m'ont appelé.
Pourquoi ça n'a pas marché avec... Bah parce que, je sais pas, la première fois, ils ont pas voulu que je fasse l'émission, donc je l'ai fait la deuxième année qu'ils m'ont proposé. Vous aviez fait, je crois, quand même un ballet classique à Valence, c'était Casse-Noisette. Oui, là au fond, tout au fond, derrière Oui. tout le monde, Oui. là presque derrière les rideaux, Oui. c'est là où j'ai dansé. C'était arrivé comment ça? Bah parce que quand je suis arrivé à Valence, j'ai été inscrit dans une des plus belles écoles de danse. Et dans cette école, il y avait tous les élèves, ils passaient un casting ou des auditions pour faire partie du ballet classique de Valence. Et moi, je venais d'arriver, j'étais entre guillemets gracieux. Et du coup, ils ont décidé de me mettre dans le corps de danse. Mais on était 30, donc voilà. Casse-Noisette, On me voyait pas, j'étais un danseur lambda. J'étais les 342. Voilà, mais en fait, Casse-Noisette, au départ, c'était pour des enfants et pour une troupe. Ça a été créé comme Tout à ça fait. au 9e siècle. Et le jour de la première, tous les enfants ont été récompensés par Tchaïkovski, qui a donné un paquet de bonbons à chaque enfant qui avait Ah, dansé. mais c'est génial. Alors, C'est génial. Danse avec les stars, c'était un autre rythme quand même. Non, Danser avec les stars, ça a été la folie. La folie parce que en même temps j'ai tourné Clem, en même temps j'étais en train d'enregistrer les dimanches les chansons de mon premier album en France. Ça a été une sacrée aventure, mais qui a payé. Mais tous les gens que j'ai interviewés qui m'ont parlé de Danse avec les stars, c'est 8 heures de danse Oui, oui. quotidienne. Et ils vont même pas. Hein? Oui, oui. Mais en même temps, est-ce que vous aviez le rythme pour faire ça? Moi, oui. Et je le referai encore une fois. Moi, j'adore danser. C'est une de mes passions, un de mes hobbies Oui. aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était dur. Pourquoi? Parce que ça demande une tonicité physique, ça demande être prêt, ça demande savoir doser l'énergie, ça demande beaucoup d'organisation avec les autres projets. C'est pas simple. Non, je crois que c'était Candice, votre partenaire. Tout à fait. Et en même temps, bon, il y avait vous, il y avait d'autres candidats. Il y avait des candidats qui n'auraient peut-être pas dû être là, comme Ariel Dombal. Pourquoi? Bon, parce que c'est pas vraiment le style de Danse avec les stars. Mais pas du tout. Vous avez vu les jambes qu'elle a. Ouais. Elle faisait l'écart des jambes. C'est Je sais pas incroyable, quel âge elle a, mais Elle non plus. De 120 ans et elle ouvre, elle monte la jambe jusqu'à l'oreille. C'est pas possible. Ça va pas du tout. Je l'embrasse ici. En tout cas. 220 ans, peut-être 218. Oui, voilà. Soyons raisonnables. Ouais. Alors, il se trouve qu'au fil des semaines, vous avez. Est-ce que vous étiez le favori parce que vous avez gagné à la fin? Je sais pas si j'étais le favori. En tout cas, moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire, que c'était danser. Et j'avais envie d'arriver jusqu'à la fin. J'avais envie de danser chaque samedi soir. Et je pense que c'est ça que les gens ont ressenti, mon amour pour la danse. Et en vrai, je suis comme ça. À chaque fois que je fais un projet, je me donne au 100%. Je sais pas faire autrement. Même en répétition, je suis au 100%. Je peux pas m'en empêcher. Alors, depuis, vous avez été juré dans une autre émission de danse qui s'appelle Star Maker. Tout à fait. Non, celle-là, c'était une émission des chants. Oui, chant. Des chants. Mais j'ai fait aussi The Dancer Oui. en Belgique il y a 2 ans, la première saison. Et j'étais en genre des jury coach. Oui, oui. Et c'est vrai, on vous demande beaucoup comme juré maintenant, Miss France, l'Eurovision. Oui, j'ai fait la Miss France en 2017, j'ai fait Eurovision 2 années, j'ai fait The Dancer, j'ai fait Star Maker, voilà. Il manque qu'il m'appelle pour faire jury de Danse avec les stars. C'est pas possible. Ça serait... Alors, donc, vous parliez de ce premier album, il est sorti effectivement peu après Danse avec les stars, et il y avait une chanson qui s'appelait C'était hier. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. Comment il est né cet album? Parce que vous avez fait un album en Espagne qui avait correctement marché. Oui, en Espagne, j'en avais fait 2. J'avais fait Le secret de ma mère et Sobre los tejados de Paris, Oui. que ça veut dire sur les toits de Paris, Oui. que j'ai fini à Paris quand je suis arrivé. Et cet album, il est né d'une envie de continuer avec la chanson et il est né aussi d'une rencontre avec Nazim Khaled, qui est devenu un ami très fidèle et qui participe aussi à mon nouvel album, à mon dernier album Enamorado. Et voilà, il est né comme ça. Il est né tous les dimanches.
Chaque dimanche, on se voyait, on enregistrait des chansons, on choisissait, on voyait lesquelles m'allaient mieux à la voix et tout ça. Donc, ça a été une construction très intéressante. Oui, il y avait aussi Je n'aime que toi qui a été un succès. Vous pensiez avoir un tel succès avec les chansons? Non, mais c'est... Non, mais quand vous dites ça, vous me rendez timide. Oui, non, mais c'est vrai, c'est que quand vous arrivez avec le cinéma, la chanson, en général, c'est incompatible avec le cinéma ou la télévision. Oui, surtout parce que je trouve que dans l'imaginaire, surtout les radios, il y a beaucoup de gens qui ont une image des comédiens comme si on pouvait pas chanter, comme si c'était incompatible. Et je pense que c'est pas vrai. Et en plus, parfois c'est même, je voudrais pas dire idiot, mais c'est con c'est con de pas lui donner l'importance à l'œuvre d'art que c'est la chanson et pas passer en radio une bonne chanson parce que c'est un comédien qui la chante. Je trouve que c'est bête. Ouais, puis il y a d'autres comédiens qui ont commencé par la chanson. Jean Gabin, il était... Beaucoup. Il y a Bruel aussi qui chante. Il y a Vanessa Paradis qui fait du cinéma, qui chante. Il y a Frank Sinatra qui joue, qui chante. On est beaucoup. Vous n'aviez pas pris de cours de chant finalement? J'en ai pris beaucoup. J'en ai pris beaucoup en Espagne, à l'école d'interprétation. Après, ici en France aussi, j'en prends. Bah oui. Alors, moi, je suis très conscient que pour faire des belles choses, il faut travailler. Alors, il y a rien qui est, pardon, je vais vous couper. Hein. Non. Il y a rien qui est offert. Il y a rien qui est fait comme un cadeau. Il faut toujours travailler. Et quand on voit les critiques de ce premier album, on vous compare à Julio Iglesias, on dit que c'est le nouveau Julio Iglesias. Oui. Okay. Oui, parce que les deux, j'aimerais bien avoir une carrière comme lui, hein, oui. Et surtout ses comptes bancaires et sa vie. Mais c'est vrai que on chante tous les deux à l'amour et on est tous les deux espagnols et mais voilà. Mais lui, il a une carrière énorme. Non, une chose étonnante, quand il a écrit ses souvenirs en fin 70, on lui a demandé de lire au micro ses souvenirs pour un feuilleton. Donc tout le monde est allé en Espagne, sur son île, partout. Et on s'est aperçu qu'il ne savait pas lire en français. Il parle en français, il n'a jamais su lire en français. C'est possible. C'est fou, possible. Hein. Et vous savez une chose de plus? Lui, il était footballeur. Oui. Et il s'est blessé, il a dû arrêter sa carrière de footballeur. Et on lui a proposé de se présenter, de s'inscrire à un concours de chant, comme si c'était San Remo en Espagne. Oui. Et ce festival, il était fait à côté de ma ville, à Benidorm, oui, à 7 km de ma ville. Oui. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Alors, vous avez, dans la foulée de cet album, fait des tournées de showcase, ce qui est pas courant, ça aussi. Non, mais la musique, elle a été toujours pour moi bénéfique. Elle a toujours été quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a sauvé. Et j'avais très envie d'avec cet album aller vraiment à la rencontre du public, mais à la rencontre du public des près. Oui. Pas avec de la lumière, pas avec un quatrième mur qui sépare la scène du public, sinon être comme dans une table ronde et chanter les gens intimement, personnellement. Je trouve que c'était intéressant. Alors ce premier album a marché, mais le second, ça a été étonnant parce que ce sont des reprises, dont celle-ci. Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Chanson de 74 qui a été créée par Jeannette, qui n'a pas eu de succès au début, et c'est parce qu'il y a eu Cria Cuervos que cette chanson est devenue mythique. Oui, tout à fait. Vous avez vu ce film? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un mois et demi, j'étais en train de faire un showcase. Ça a été en Belgique. Et il y a quelqu'un qui m'a offert les 45 tours de Cria Cuervos. Qui est venu, quelqu'un qui me suit, et qui m'a offert les 45 tours de Cria Cuervos. De 1974, c'est 74, ouais. C'est ça. Donc je l'ai chez moi, je suis chanceux. Pourquoi avoir fait un album de reprise, justement, alors que vous aviez fait un premier album de chansons très personnelles?
Parce que je trouve que dans la musique, il y a toujours quelque chose qui nous parle, que c'est la nostalgie. Et j'avais envie aussi de chanter les chansons avec lesquelles j'ai appris le français. J'avais envie de les chanter aussi. J'avais envie de rendre ça au public, de dire voilà, c'est avec ces chansons que j'ai appris les français. Maintenant, c'est moi qui les chante, même si c'est pas avec un français parfait, mais voilà. Et finalement, cet album a touché un large public aussi. A touché un large public et on a fait beaucoup de ventes. Oui, et surtout, ouais. plusieurs générations, car les anciens ont aimé, mais les jeunes aussi. Oui, et surtout une version ensoleillée comme celle qu'on vient d'écouter de Porque te vas, parce qu'à la base, c'est une chanson où quelqu'un il est en train de dire à quelqu'un d'autre « Ah non, mais pourquoi tu t'en vas? C'est pas possible, je vais devoir attendre ici, sous le réverbère, que tu reviennes. » Et c'est une chanson triste, mais je trouve que la force aussi de la musique et de les styles que j'entame et que je pense qu'avec ce troisième album Enamorado, je fidélise, c'est ce mélange, ces contrastes entre des rythmes chaloupés et du battement du cœur avec des paroles un peu tristes et mélancoliques. Ce mélange de la joie et de la tristesse, je la trouve très intéressante. Ben justement, cet album, on va l'évoquer à travers la date de sa sortie, le 12 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Agustin Galliana. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Agustin Galliana. Nous avons évoqué vos débuts en Espagne, votre arrivée en France, Clem, votre premier album et le 12 avril 2024, un nouvel album, Enamorado, qui est le titre de l'une des chansons de cet album. Enamorado, je me perds sous ta peau, tout est chaos, le cœur à fleur de mots. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado. L'amour du métier et de la vie, c'est ce qui symbolise cette chanson. C'est l'amour, oui, de la vie. En fait, c'est un album. Enamorado, c'est un album qu'on pourrait dire d'un nouveau Latin Lover, en fait. Parce que comme on me dit ça tout le temps, moi je pense que je suis en train de réinventer ce concept. Parce qu'aujourd'hui, les Latin Lovers, on chante plus qu'aux femmes ou qu'à l'amour de couple. Je pense qu'aujourd'hui, il faut chanter à l'amour avec un grand A. À l'amour heureux, à l'amour propre, à l'amour pour la terre qui m'a vu naître et grandir, l'amour à la famille, l'amour au public, la nostalgie des amours passés. Je pense que il y a beaucoup d'auteurs quand on chante à l'amour, mais c'est comme si et je dis toujours que je chante à l'amour heureux parce que j'aimais ce côté ensoleillé, ce côté rythmé que je trouve que ça fait tellement de bien. On peut pas chanter tout le temps à la peine d'amour. Faut chanter ça aussi, voilà, pour être heureux, voilà. C'est ce qui vous a donné envie de faire cet album? Qu'est-ce que ça m'a donné envie? Oui, est-ce que c'est ça justement, cette envie de chanter l'amour heureux? Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, ça faisait 4 ans que l'album précédent il était sorti, et du coup j'ai fait un travail de construction de 3 ans et demi, presque 4 ans, d'écouter des chansons, d'aller à la recherche d'amis que j'aime beaucoup et qui, pour leur demander s'ils avaient envie d'écrire pour moi, et du coup voilà. Parce que aussi, il y a Nazim, il y a Monsieur, Madame, d'autres gens qui n'avaient jamais travaillé avec vous. Non. Il y a, comme vous dites, il y a Madame, Messieurs, il y a Nazim Khaled, il y a John Maman, que c'est un auteur, compositeur, producteur israélien magnifique. Aussi, il y a comment est-ce qu'il s'appelle? Corson, Alain Corson, Sacha qui a écrit Enamorado. Il y a aussi Marc Weld, qui c'est un très très bon ami, qui a écrit Quand on est loin. C'est une chanson qu'on a commencé à écrire pendant le confinement parce que je trouvais que la chaleur du public me manquait. Et voilà. Donc Sylvain Dutu aussi, qui a écrit Le premier geste, un super titre. Mais le problème, c'était de trouver du temps pour faire cet album. Tout à fait, parce que j'étais sur le tournage de la série quotidienne Ici tout commence. Oui, ça a duré 3 ans, ça. Ça a duré 3 ans et demi, ouais. Même. Et ça a été pendant toute cette période que j'ai construit l'album. Vous avez arrêté Ici tout commence, au désespoir des fans? Oui, tout à fait. Pourquoi? Vous avez plus envie, ça suffisait? Non, parce que je trouve que
Voilà, j'ai fait 3 ans et demi, ce personnage. J'avais envie, je suis un artiste très inquiet, j'ai envie de diversifier, j'ai envie de jouer autre chose, j'ai envie d'évoluer dans ma carrière. J'avais aussi besoin de temps pour me consacrer à venir ici, parler de l'album et faire toutes les autres émissions de la promo pour que les gens puissent écouter mes chansons. Et du coup, ça demande beaucoup de temps. Et vraiment, une quotidienne, c'est un engagement que je pouvais pas tenir avec un album, avec la sortie d'un album. C'est tout à votre honneur, vous êtes honnête. Et justement, une des chansons de ces albums s'appelle Honnêtement. Honnêtement. Honnêtement, pour rien au monde, je ne changerai qui je suis. Fier de tout ce que j'ai manqué, ces erreurs qui m'ont tant appris. Honnêtement, pourquoi envier ces autres à qui tout réussit? Je suis mon cœur et mon instinct, et si je me plante, tant pis. Honnêtement. Là aussi, est-ce que c'est autobiographique? Ça, c'est une chanson écrite par Corson Oui. et Thierry Di Cara, que c'est le réalisateur de l'album. Et il y a beaucoup de choses de moi parce que c'est vrai que je suis quelqu'un que, comme je vous ai dit avant, je suis à fond quand je fais un projet et je le fais avec tout mon cœur. Et j'accepte les endommagements et les conséquences de faire les choses avec les cœurs. Mais au moins, je suis toujours fier d'avoir suivi mon instinct. Et comme je dis, et si je me plante, tant pis. Ouais, mais honnêtement. Vous êtes planté plusieurs fois, ça a marché. Beaucoup de fois. Voilà. Et j'espère encore me planter parce que c'est grâce à ça qu'on grandit et qu'on trouve de belles choses. Et vous évoquez aussi en filigrane votre mère, car je crois que vous êtes l'enfant du miracle. Oui, tout à fait. Je sais pas si je suis l'enfant du miracle, mais c'est vrai que je suis arrivé, j'imagine qu'elle avait très peur, mais je suis arrivé après la mort, le décès d'un bébé. Donc oui, je suis arrivé pour faire beaucoup de bien à la famille. Oui. C'était une fille au départ. Oui, tout à fait. Ça. Donc là maintenant, elle doit être fière de vous. Qui, ma mère? Oui. Très très fière. Très très fier. Imaginez-vous, et mon père aussi. Il est parti déjà il y a 6 ans, mais il est parti l'année que j'ai gagné Danse avec les stars, que j'ai sorti mon premier album. Et du coup, il était prof de français. Il était venu en France plein de fois. Donc voir que son garçon, qui s'appelle comme lui, réussit en France, j'imagine que pour lui, il me l'a dit très peu, mais quand je suis arrivé à l'hôpital les derniers jours, qu'il était là, et il m'a dit, il y avait une infirmière qui me disait: ah, mais votre papa, il arrête pas de parler de vous. C'est la moindre des choses. Oui. Alors, il y a cet album aussi plein de souvenirs du passé, avec notamment cette chanson, Notre café préféré. Voilà pourquoi j'aime retourner dans notre café préféré. Il y a des souvenirs de toi, comme des petits sucres dispersés dans notre café préféré. On me dit que tu n'as pas changé. Là, les cafés préférés, c'est un souvenir authentique de l'Espagne. En fait, au début, notre café préféré, c'était un endroit imaginaire. C'est une chanson que j'ai écrite avec Serge Dubré en 2014. Et j'ai beaucoup de chansons que j'ai écrites dans un tiroir, que parfois je sors comme ça. Et quand on a construit cet album, j'avais envie de ressortir 1 ou 2 chansons écrites par moi-même. Mais mon français, il est pas parfait. Donc mon français, en 2014, ça faisait que 3 ans que j'étais en France. Mon français, il était très limité. Et du coup, j'ai pris le texte de ce titre, Notre café préféré. Je suis allé voir mon ami Nazim Khaled et on a refait le titre. Il se trouve que le café, je crois, c'est important en Espagne. La pause café fait partie des traditions espagnoles. Oui. Mais on dit aussi que le café espagnol est mauvais. Très mauvais. Ah bon? Très mauvais. Mais vous en buvez quand même. Ils en boivent quand même. Moi, je suis pas très café. En Espagne, j'en bois pas beaucoup. Mais ce week-end, j'étais en Hollande. Oui. Et ils font un café superbe. Et en Italie aussi. En et Italie. Justement, dans votre album. J'étais pas en Italie ce week-end, donc je sais pas. Non, mais vous avez repris, Oui. une chanson italienne Tout à fait. classique, c'est Ti amo. Con coraje yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero. Chanson mythique d'Uberto Tozzi. Et pour fêter les 40 ans, il a publié une version anglaise et un clip vidéo sur cette chanson. Ah, mais génial. Pourquoi cette reprise? Cette reprise, pour moi, elle représente l'amour. Ça me rappelle mes années
pendant l'adolescence parce que je l'écoutais beaucoup en Espagne, chanté par un chanteur hispano-italien qui s'appelle Sergio Dalma, et c'est lui qui l'a popularisé en Espagne. Et je trouvais que dans l'amour, il faut toujours un peu de nostalgie, comme j'ai dit avant. Et pour moi, cette chanson représentait ça, représentait l'amour et la nostalgie. Et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans l'album. Et cette chanson, d'ailleurs, symbolise aussi l'amour dans certains films. Il y a un ralenti. C'est arrivé dans Les Nouveaux Monstres, Mission Cléopâtre, La Vérité si je mens 3, La Casa del Papel. À chaque fois, on entend cette chanson. C'est un gold. C'est une chanson qui on s'en lasse jamais de l'écouter. Tu peux la chanter avec la version que tu fasses, même si tu la fais en rap, ça va marcher. Vous dites aussi que le français, c'est la langue de l'amour. Oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que Parce que je trouve que déjà le mot amour, ça te ramène quelque chose. Pour nous les Espagnols, la langue de l'amour, c'est le français. Oui. Oui. Et en même... Parce que c'est beau à écouter, parce que il y a toujours quelque chose de sensuel, d'élégant. Il y a quelque chose de charnel aussi. C'est une langue qui te caresse la gorge, voilà. Mais c'est pour nous les Espagnols. Hein. Oui. Mais pour vous, la langue de l'amour, c'est laquelle? C'est le français. C'est le français aussi. On est chauvin jusqu'au bout. Bah oui, on va pas... Mais il y a une chose qui me frappe aussi, Agustín Galeana, c'est que la presse people parle de vous, mais beaucoup, avec des histoires d'amour. C'est l'amour qui les intéresse. Oui, non, mais avec moi, c'est l'amour et les enfants. À chaque fois que j'ai un rôle, ils ont des enfants. Oui. Et à chaque fois que j'y vais à un événement, on me colle une copine. Maintenant, je vais commencer à aller avec des copains, voir s'ils disent quelque chose, ou avec des chiens. Voir s'ils osent dire quelque chose. Avec des chiens, non, vous êtes trop vous n'êtes pas cabot du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est vrai que la dernière histoire qui m'ont collé, ça a été, je suis allé au Roland Garros avec une collègue de travail. On a travaillé 3 ans et demi ensemble dans la série quotidienne. On était en couple dans la série, et c'est vrai que on est devenus de très bons amis. Oui. Et du coup, on est allés ensemble à Roland Garros, et voilà, aussi complices sur la terre battue. Voilà. Ils ont très envie de me coller des histoires d'amour, même si elles ne sont pas vraies. Écoutez, s'il n'y a que la terre de battue, ça va encore. Alors, une autre chanson de l'album aussi, qui évoque votre nostalgie d'Espagne, Quand on est loin. Quand on est loin, on retient ce qu'on peut, mais le passé s'éteint, un petit feu qui ne laisse rien que des larmes qui traînent. Elle est belle celle-là. Quand on est loin, on a le cœur à nu, on est comme un gamin qui s'est trompé de rue. Quand on est loin de ce... Parfois on me dit, mais comment tu oses à dire que tes chansons, elles sont belles? Bah, évidemment, c'est mes bébés. Bien sûr. Bah oui, quand on a des enfants, qu'est-ce que tu dis de tes enfants? Qu'est-ce qu'ils sont? Bah oui, mais évidemment, je peux pas dire autre chose. Et en plus, j'ai mis à l'honneur le travail, dans ces cas-là, c'est Mark Weld qui a écrit ce titre magnifique, qui parle de ma terre, mais qui parle aussi, surtout, de l'amour au public, de comment, je sais que il y a les paroles, elles peuvent nous faire nous tromper, mais non. Vous voyez, ça parle aussi de l'amour au public, ce titre. Et vous avez la nostalgie de l'Espagne, de votre Espagne? Beaucoup, surtout de la météo. Ah oui? Ah oui, ça me manque énormément, le soleil. Le soleil, ça me manque beaucoup. Et vous n'avez pas le temps de retourner dans... Oui, là, je reviens plus souvent. Parce que ma maman, elle est plus âgée, ma nièce, elle est en train de grandir, donc j'ai envie de profiter aussi des moments en famille. Et voilà, donc j'essaye de, chaque mois et demi, chaque 2 mois, d'aller 3, 4, 5 jours, voilà. En tout cas, quand on voit votre parcours en 10 ans, il n'y a pas beaucoup même de Français qui ont réussi à être comédiens, chanteurs et danseurs, Agustín Galeana. Vous mesurez le parcours que vous avez fait? Moi, je me rends pas compte. Je suis tellement reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'arrive, que oui, parfois on normalise. Avec mon manager, que c'est un très 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 bon ami à moi. Voilà, on nous a dit ça. T'as gagné ça? Ah bah oui, très bien, continuons. Mais et après, j'arrive chez moi et je l'appelle, je lui dis mais tu t'es rendu compte de ce qu'on a réussi à faire? Tu te rends compte? En fait, on normalise parce que on est dans le métier et on avance chaque jour et voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Mais nous, on est déjà d'ici 1 an et demi. Le présent, entre guillemets, c'est le passé. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ou pas? Mais c'est important de savoir la valeur des choses.
tout ce que ça m'a coûté, tous les sacrifices, les heures de vol, les heures de travail, d'effort. Mais je suis très content. Parce que dans ce métier artistique, on fait jamais ce qu'on veut. Oui, on fait ce qu'on nous laisse faire. Oui, et ce qu'on peut quelquefois. Et, oui, mais je suis très, très connaissant que la France m'a permis de faire tout ça. Et ça ne fait que commencer. Il y a cet album Enomorado et puis il y a tous les autres rôles qu'on attend. Et vous reviendrez sans problème en parler dans les clés d'une vie. J'espère bien parce que j'ai passé un très très bon moment avec vous. Merci Augustine Galliana et à bientôt. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.